Bienvenue Sandro Gozzi, député européen et président de l'Union des fédéralistes européens. Peut-être avant de te donner la parole, quelques mots sur ta personne. Tu as été élu en mai 2019 au Parlement européen. Tu sièges depuis le 1er février 2020 à Strasbourg. Élu sur la liste Renaissance en France. Suite à une très grande carrière en Italie. Pour mentionner quelques étapes, tu as été membre du cabinet de Romano Prodi à Bruxelles, diplomate, député au Parlement italien, secrétaire d'État aux affaires européennes sous les gouvernements Renzi et Gentiloni. Étudié à Bologne, Paris, Bruxelles, Londres, si je me trompe pas, donc un Européen pur souche et qui connaît l'Union européenne sous quasi toutes ses facettes. Professeur invité à Genève. Et à Genève, juste, professeur invité à Genève. Donc, un doctorat honoris causa à Fribourg. Juste. C'est le professeur Casasus qui aurait été dessus si on ne l'avait pas mentionné. Donc, effectivement, des liens aussi avec nos contrées. Merci à toi de prendre le temps pour cette discussion. On a maintenant mené, on mène ce format avec différentes personnes. On l'a fait avec Roger Devec, auteur. On l'a fait avec Andreas Schwab. Il y a 2 semaines, on va le faire avec Yves Bertoncini dans 2 semaines. Donc voilà, on se réjouit de pouvoir discuter ce soir avec toi de l'Europe, de la crise du coronavirus, des conséquences. Exactement. Peut-être pour commencer, comment vas-tu? Je vais bien dans les conditions dans lesquelles nous nous trouvons tous. J'ai été confiné à Paris. Et, ce soir, assez exceptionnellement pour la période, je me trouve à Bruxelles, au Parlement européen, dans mon bureau, parce qu'aujourd'hui, on avait la commission marché intérieur qui s'est réunissée. Il y avait l'audition avec Paolo Gentiloni, le commissaire aux affaires économiques, et il y avait autre chose. Donc, je suis venu à Bruxelles, mais sinon, je vais bien. J'ai beaucoup travaillé, comme beaucoup de gens, pendant les confinements, et je me réjouis ce soir de retrouver les amis fédéralistes suisses. Extra. Moi ça, pour entamer peut-être la discussion, ce qui m'intéresserait, comme on l'a peut-être rapidement vu avec ta biographie, et puis tu as d'ailleurs aussi écrit un livre qui s'appelle Génération Erasmus. Tu voyages beaucoup en Europe et ailleurs naturellement aussi, mais tu bouges beaucoup en Europe, France, Italie, Bruxelles. Comment est-ce que tu as vécu ces dernières semaines personnellement, avec notamment, on a vu des frontières qui se sont fermées au sein de l'espace Schengen. Qu'est-ce que ça a réveillé en toi? On a vu, c'est un paradoxe. On a vu finalement l'Europe que les nationalistes voudraient toujours. Parce que quand les nationalistes ils nous parlent de souverainisme, des retours aux frontières nationales, ils cherchent de l'aide-noblesse en parlant d'Europe des nations. Ils veulent l'Europe qu'on a vécue dans cette période. Une Europe dans laquelle il y a des frontières nationales, dans laquelle chacun est coincé dans son pays, dans laquelle il y a des obstacles à la libre circulation des personnes, des produits, et dans laquelle finalement chacun essaye de faire face aux problèmes généraux de son côté. Donc, si vous voulez, celle qui renonce totalement à l'espace Schengen, celle qui renonce finalement au marché unique, parce que quand on parle des retours des souverainetés nationales, des sorties de l'Union européenne, des retours des compétences de l'Union européenne aux États, on parle d'une Europe qui est un peu celle qu'on a vue dans la crise. Moi, je ne veux pas de cette Europe-là. Je veux une Europe qui démontre qui se montre solidaire. Je veux la liberté de circulation. Je veux la solidarité. Et donc, finalement, dans cette période, on a vu ce que serait l'Europe si on avait des Salvini et des Marine Le Pen au pouvoir partout. Et je ne crois pas que ça sera dans l'intérêt de nous, les Européens, et cette Europe-là. Comment est-ce que tu as trouvé les réponses initiales, que ce soit du côté des États membres, mais surtout aussi des institutions européennes au début de la crise?
Comme je dis, il y a eu trois phases dans cette crise. Au début de la crise, réponse insuffisante. Réponse insuffisante des gouvernements nationaux, des institutions européennes, de tout le monde, parce que personne ne s'attendait à cette crise, personne ne s'attendait à une pandémie de cette envergure, et personne n'y était prêt. C'était nos générations qui n'étaient pas prêtes. Donc, et au niveau national et au niveau européen, il y a eu une sous-évaluation, il y a eu des erreurs qui ont été commises de la part aussi des institutions européennes, des communications aussi. Ursula von der Leyen a été très ambiguë et très en deçà des attentes dans la communication. Elle a fait des grosses erreurs. Christine Lagarde aussi. Donc, au début, c'était une réponse pas bonne. Après, il faut dire que, et c'est la deuxième phase, l'Europe a pris des mesures sans précédent et impensables. Si nous pensons qu'il y a seulement s'il y a 6 mois, on aurait dit que l'Europe allait suspendre les pactes de stabilité et de croissance, allait permettre des interventions publiques tous azimuts au niveau national avec des aides d'État, allait introduire une assurance chômage complémentaire européenne pour faire face au chômage lié à la crise, allait augmenter de façon énorme les capacités des prêts de la Banque européenne des investissements, mettait à la disposition sans bureaucratie avec plus de flexibilité 37 milliards d'euros pour les régions. Tout cela a été décidé et tout cela maintenant doit arriver. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de bureaucratie, que cet argent, ces aides arrivent véritablement aux ménages, aux entreprises, aux artisans, etc. Mais ceci a une réponse rapide et efficace. Sans précédent, ça n'a rien à voir avec les retards, avec la lenteur, la myopie, les égoïsmes, les stéréotypes nationaux, les préjugés qu'ils ont accompagné la crise grecque, la crise financière de la Grèce il y a 10 ans, ou la crise migratoire. Ceci est très important. Et après, maintenant, nous sommes dans la troisième phase, je suis sûr, Raphaël, que tu veux en parler, la phase dans laquelle l'Europe doit continuer à penser l'impensable. Elle a fait ce qui est impensable. Maintenant, elle doit commencer à penser et à réaliser ce qui est impensable avec un nouveau plan de relance et transformation européenne sans précédent, avec de nouveaux instruments, avec une nouvelle approche qui n'est pas seulement économique, mais c'est surtout et avant tout politique à la préparation et à la sortie des crises. Et c'est là les thèmes sur lesquels nous devons travailler, nous sommes en train de travailler dans ces jours, dans ces semaines. Merci. Je prends peut-être déjà directement bon, ça fait un petit saut peut-être plus loin. Je reviendrai après sur cette réponse européenne et l'avenir, mais il y a une réaction, une question d'un téléspectateur. Alors, je m'essaye un petit peu à l'italien parce que il le faut. Buonasera, lei è ancora professore a Ginevra. En tout cas, c'est possible. Enfin, la question, c'est est-ce qu'en gros, tu penses que c'est possible que les citoyens européens se rendent compte qu'on a besoin de globalisation, de libre circulation des personnes, des marchandises, des capitaux, ou au contraire, est-ce que tu crois que la peur au sein des différentes sociétés européennes va augmenter et que des Orban, Salvini d'autres vont peut-être émerger, ou Orban, Salvini, si on parle d'eux, vont revenir en force? Oui, merci. Oui, parce que c'est parfaitement compatible et transparent. Je l'ai déclaré dans les sites, si vous voulez, dans les sites du Parlement européen, vous voyez les activités que je mène. Je suis professeur invité, je ne suis pas professeur à plein temps à Genève. Je suis professeur invité, je pousse, je mène aussi des recherches. Et ceci m'aide beaucoup aussi dans mon activité parlementaire. Je l'ai toujours fait. Même quand j'étais au gouvernement, j'ai gardé des enseignements, des séminaires, etc. Évidemment, très rares, mais je les gardé à Sciences Po, au Collège européen de Bruges, de Parme. Après, Genève m'a fait l'honneur de me demander d'être professeur invité. Je continue à faire parce que ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément à rester en contact avec les gens, avec les étudiants, les écouter, m'interroger sur leurs questions et essayer aussi de faire un effort d'être toujours pédagogique et ce qu'un professeur doit par définition être pour les enjeux européens. Donc, c'est vraiment synergique. Et si j'ai les forces,
je voudrais continuer à les faire tout au long aussi de cette législature. Oui, et ça dépend. La deuxième réponse, les Salvini, les Le Pen, etc., les fascistes en Italie, Meloni, ça dépend de la réponse européenne. Moi, je vois que les nationalistes et les souverainistes, dans ces jours-là, sont de plus en plus en difficulté. Les sondages ne disent pas ça. Les sondages d'opinion publique se réfèrent encore à une perception d'une Europe absente, d'une Europe pas efficace, d'une Chine et d'une Russie qui nous auraient aidé beaucoup plus. Tout cela est faux. Mais dans les derniers jours, avec les décisions qu'on a prises, avec la relance, par exemple, d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel, avec ces fonds de 500 milliards pour des aides aux régions et aux secteurs économiques les plus affectés et les plus frappés par la crise du virus, avec les décisions importantes qu'on a prises au Parlement européen, avec ces plans de relance qu'on attendait de la Commission européenne, on met en difficulté les souverainistes et les nationalistes. Parce que les souverainistes et les nationalistes se nourrissent du statu quo, de l'inefficacité, de la lenteur européenne. Ils se nourrissent de ça dans la crise financière, de la crise migratoire. La logique du statu quo a joué en faveur des Salvini et de Le Pen. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, l'Europe doit changer pour reprendre le contrôle sur des questions transnationales sur lesquelles les puissances nationales sont impuissantes, mais sur lesquelles l'Europe ne s'est pas encore donné les instruments, la légitimité pour intervenir. Et donc, dans cette crise, il se joue quelque chose de fondamental dans la lutte entre les pro-européens et les nationalistes. Parce que si l'Europe continue à donner des réponses efficaces, si elle est aussi efficace dans les plans de relance et de transformation, qui doit être notamment concentrée sur la lutte contre les inégalités sociales et sanitaires, donc la reconstitution aussi, la création aussi d'une véritable politique sanitaire européenne, la transformation écologique et la révolution numérique. Moi, je dirais que les numériques et les climats peuvent être les charbons et l'acier de la nouvelle Union européenne du XXIe siècle. Et si on fait ça, je crois que les nationalistes et les souverainistes auront de moins en moins d'arguments pour attaquer l'Union européenne. Après, j'insiste toujours là-dessus. Il faut que tous ces grands plans, ces initiatives arrivent véritablement dans les poches, dans les familles, dans les entreprises. Donc, il y a un problème aussi de bureaucratie. Il y a parfois un problème de bureaucratie nationale qui ralentissent l'efficacité des interventions européennes. Mais nous devons croire, et je crois que, comme je disais avant, l'Europe que nous vivons dans les confinements, c'est un peu l'Europe des nationalistes, frontières fermées, etc. Je crois que les citoyens comprennent que ce n'est pas ça qu'ils veulent pour leur avenir, que ce n'est pas ça qu'ils veulent pour l'avenir de leurs enfants, que ce n'est pas ça qu'ils veulent pour l'avenir de la jeunesse. Ce n'est pas les chacun pour soi, ce n'est pas les frontières nationales, mais c'est justement plus et mieux d'Europe. Et donc, je crois que nous pouvons véritablement gagner la bataille contre les souverainistes et les nationalistes. Évidemment, et ils jouent sur la peur, et ils jouent sur le désarroi, et ils jouent sur la pauvreté, et ils jouent sur les inégalités sociales et territoriales croissantes. C'est justement pour cela que nous devons maintenant organiser une réponse économique et sociale et sociétale vraiment massive entre les interventions nationales et la nouvelle action européenne. Justement, lundi, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont présenté leur proposition pour une relance européenne. Ça a été interprété de différentes façons selon les régions aussi. Je crois qu'on peut vraiment voir en la proposition qu'eux ont faite, notamment avec ces emprunts européens comme un changement de cap. Maintenant, ça reste un projet. La commission van der Leyen va présenter son projet pour la relance le 27 mai. Quel regard est-ce que tu portes sur la proposition de lundi et sur les chances de vraiment pouvoir arriver à aboutir au niveau européen sur quelque chose de conséquent et qui, comme tu le disais, aura un impact dans le quotidien ou dans le porte-monnaie des citoyennes et citoyens? Bah, écoute, tout d'abord, je crois qu'on a un grand leader politique en Europe qui est Emmanuel Macron.
c'est connu, je suis très proche de lui, je le soutiens. J'étais candidat élu en France parce que je voulais directement contribuer à son projet européen et donc j'étais élu en France dans la liste de Renaissance. Mais je crois que dans cette période, a démontré d'avoir l'Europe dans son cœur et l'Europe au centre de son action. Parce que tout d'abord, il a fait ce que la France ne faisait plus depuis longtemps. Et il a refusé un compromis au rabais au début de la crise proposé par l'Allemagne et au contraire, il a construit une alliance des pays qui ne sont pas les pays du Sud, ce sont les pays très pro-européens, les pays qui ont compris qu'il fallait passer à faire un saut qualitatif dans la solidarité européenne pour contrer la crise. D'un côté, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, mais de l'autre côté aussi la Belgique, le Luxembourg, l'Irlande. Et donc, grâce à ces groupes de pays, il a ouvert une confrontation politique très importante au sein du Conseil européen entre avec les autres chefs d'État et de gouvernement. Et ceci est très important. En même temps, au Parlement européen, nous avons travaillé dur, et c'est une initiative de Renaissance de Renew Europe, pour amener les parlements européens à 2 fois prendre des positions politiquement très avancées pour un plan, pour une sortie de crise, pour un plan de relance qui est une relance de l'État de droit et de la démocratie, parce qu'elles sont bafouées même à l'intérieur de l'Union européenne aujourd'hui. Regardez ce qui se passe en Hongrie, mais aussi en Pologne. Une relance qui doit être écologique, donc étroitement liée au Green Deal européen, qui est un grand projet de société, qui doit être numérique et qui doit être aussi d'économie réelle et sociale, et donc organisé autour de cette nouvelle idée sur laquelle j'ai travaillé aussi directement, des recovery bonds et des dettes communes européennes. Et là, on a fait un autre pas en avant très important dans le débat européen. Parce que si vous voulez, pendant la crise, il y a eu un conflit très, très fort entre les opinions publiques, notamment d'un côté italienne, espagnole en partie, et de l'autre côté allemande et des Pays-Bas. Mais dans les 2 cas, c'était un débat qui était prisonnier du passé, d'un monde qui n'existait plus, de la crise précédente et pas de la crise d'aujourd'hui. Parce que d'un côté, quand on parlait des plans de relance économique, d'un côté, en Italie, on parlait uniquement eurobond, 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 et ce qui aujourd'hui, la mutualisation de la dette existante nationale, ce n'est pas un projet viable. Et de l'autre côté, les Allemands ou les Néerlandais disaient « je ne veux pas payer en tant que contribuable allemand ou néerlandais pour la dette espagnole, française ou italienne ». C'était 2 façons d'approcher les débats du monde d'hier. Et il fallait faire des pas en avant. Il fallait tout d'abord dire clairement, il ne s'agit pas de mettre ensemble la dette qui a déjà été produite au niveau national existante. Mais il ne s'agit pas de ça, personne ne demande ça, mais il s'agit de voir si nous voulons véritablement construire un nouvel espace d'action européenne. Si nous voulons véritablement avoir un grand plan de relance et de transformation qui ne doit pas servir uniquement à contrer l'urgence de la crise, mais véritablement à refonder l'Union européenne du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue environnemental. Et il faut se demander aussi si les ressources existantes en Europe sont suffisantes. Eh bien non, parce qu'une union qui destine à son budget commun moins que 1% de la richesse européenne n'est pas une union qui se donne les moyens de ses ambitions. Donc, on a dit qu'il faut introduire une nouvelle idée des dettes communes européennes. Donc, on croit tellement au plan de relance et de transformation, on croit que ce sera tellement bénéfique, on croit que les profits collectifs, les biens communs que ce plan va produire en termes de croissance, en termes de développement, en termes d'équilibre, sont tellement plus grands que les coûts immédiats qu'on est disposé à nous endetter ensemble pour couvrir les coûts immédiats. Ceci, ça veut dire que nous devons travailler pour récupérer ce que nous avons perdu pendant la crise financière, la confiance réciproque.
Oui. Et nous devons croire les uns les autres que nous pouvons sortir de la crise seulement à travers une initiative commune, que nous avons un destin commun et que nous serons, comme disait Alcide De Gasperi, seulement plus unis, nous serons plus forts, et seulement si nous sommes plus forts, nous serons plus libres. Et ceci peut notamment dans ces nouvelles désordres globales dans lesquels Pékin et Washington voudraient faire la loi pour nous tous. Donc, vous voyez, les enjeux autour de la réponse à la crise sont énormes et je crois qu'on a avancé. Maintenant, on attend des propositions ambitieuses, courageuses de la part de la Commission européenne. Je crois qu'Emmanuel Macron et Angela Merkel, Emmanuel Macron a amené Angela Merkel à changer de position, à sortir de son immobilisme. Angela Merkel était le leader qui, après les traités de Lisbonne, disait que pour 50 ans, il n'y aurait pas eu besoin de réformer les traités. Dans les derniers jours, 2 fois, elle a dit que peut-être, évidemment, la révision des traités, il fallait la mettre sur la table. Elle l'a fait parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y a des choses à réformer dans les traités aussi pour avoir récupéré une autonomie et une souveraineté véritable au niveau européen. Elle l'a fait parce qu'elle doit donner réponse à la Cour de Karlsruhe, à la Cour constitutionnelle fédérale allemande, qui, encore une fois, a dit qu'il y a des limites aujourd'hui dans la légitimité démocratique de l'Union européenne, des limites qu'on peut dépasser avec les réformes des traités. Elle l'a fait parce que Macron a joué, comme je disais avant, la confrontation politique au départ et pas les compromis rabais. 500 milliards des aides au territoire, au secteur économique les plus touchés de la crise et la proposition Merkel-Macron est énorme, très important, et très important que 2 pays fondateurs et importants, les plus importants, comme France et Allemagne proposent, c'est très important. Mais la Commission européenne n'est pas là pour être un notaire européen. La Commission européenne doit jouer son rôle politique. Et maintenant, j'attends des propositions encore plus ambitieuses. J'attends par exemple que la Commission nous dise nous devons utiliser comme garantie pour l'émission de cette dette publique européenne, pour aller sur les garanties pour aller sur les marchés, à emprunter de l'argent pour financer ces plans de relance et de transformation. Nous devons le faire avec de nouvelles ressources affectées directement à l'Union européenne. C'est ce qu'à Bruxelles, on appelle les thèmes des ressources propres. Qui doit payer pour la relance et la transformation? Les contribuables? Non, ils sont déjà très taxés, parfois trop taxés, en Italie par exemple, et ils sont en très grande difficulté parce qu'il y a vraiment des difficultés sociales et économiques énormes pour une bonne partie des citoyens européens. Mais il y a des entités qui sont en train de se faire un argent fou pendant cette crise. Les GAFAM se font un argent fou, les géants du numérique. Alors, la première proposition que je voudrais entendre de la Commission, c'est introduire finalement cette web tax, cette imposition vers Google, Amazon, Facebook, Apple, qui puisse un peu rééquilibrer le fait qu'ils échappent à une bonne partie de ce qui devrait être la véritable imposition sur les volumes des profits qu'ils réalisent à l'intérieur de l'Union européenne. Nous sommes engagés, et c'est l'autre proposition que je voudrais entendre de la Commission européenne, nous sommes engagés dans la transformation écologique et dans la transition climatique. Nous, les Européens, nous sommes très avancés dans le respect des accords de Paris. Mais nous importons des produits faits dans des pays extra-européens sans respecter les paramètres des accords de Paris. Eh bien, il faut un prélèvement carbone, il faut un prélèvement à la frontière externe de l'Union européenne pour imposer ces produits qui sont polluants, pollués, et donc avoir déjà de ressources. Qui doit payer pour la relance? Elle doit payer la relance. Ceux qui se font faire beaucoup plus d'argent, les géants du numérique et les pollueurs. Et je voudrais, par exemple, que la Commission européenne fasse des propositions qui vont dans cette direction et qui aillent même au-delà de ce que, très justement, et pour faire bouger les choses, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont proposé, notamment au niveau du Conseil.
Peut-être juste une question, après je vais prendre des commentaires. On a vu la réaction d'un Sebastian Kurz. Il y a ce groupe des quatre, Autriche, Pays-Bas, Danemark, Suède, les frugaux, qui sont très sceptiques par rapport à ces initiatives. Tu penses que les blocages vont pouvoir être surmontés ou comment est-ce que tu vois la chose de leur côté en termes d'ambition, de volonté d'aller de l'avant sur ces différents points? Je crois que la négociation va être très dure, très rude. C'est une bonne nouvelle que déjà avant ils étaient 5, maintenant il semblerait qu'ils soient seulement 4 parce que la Finlande vient sur des positions plus ouvertes. Je crois que leur position, c'est une position très myope, vraiment nombriliste et qui ne comprennent pas que des pays comme la Suède, le Danemark, l'Autriche sont des grands bénéficiaires du marché unique et que s'il n'y a pas un plan de relance qui va reconstituer les gros morceaux d'économie qu'on a perdus à cause de la crise dans certaines régions du marché unique, le marché unique lui-même sera mis à mal. Il n'y aura plus cet terrain de jeu équitable, c'est level playing field comme on dit, qui est fondamental pour que les marchés uniques puissent fonctionner. Ce n'est pas dans l'intérêt des personnes de laisser, de laisser les divergences augmenter énormément entre les économies et les industries de certains pays de l'Union européenne qui ont été moins frappés par les virus et les industries et l'économie d'autres pays européens qui, ce n'était pas de leur faute, ont été frappés beaucoup plus par les virus. Ce décrochage permanent entre des industries et des économies européennes pourrait être mortel pour les marchés uniques. Et donc, il faut augmenter la pression. Et il faut mener un combat politique et il faut arriver à un plan de relance qui soit à la hauteur des besoins de nos citoyens et de nos ambitions. Sans doute, ça va être difficile. J'espère aussi que dans certains pays, il y a par exemple les Verts qui sont au gouvernement en Autriche. La position des Verts européens, ce n'est pas celle du gouvernement autrichien dans lequel il y a aussi les Verts autrichiens. Donc, j'espère aussi que les forces politiques puissent jouer un peu puissent travailler dans cette direction. Mais si jamais, je crois qu'on peut trouver un accord à 27, mais si jamais il ne devait pas y avoir d'accord, il faudrait aller de l'avant à 24, à 23. Et ce n'est pas ce que je souhaite, ce n'est pas ce que je crois que ça va arriver. Je crois que nous allons arriver à un accord, mais nous sommes à un moment où nous ne pouvons pas nous permettre de nous faire paralyser, bloquer par les veto national de tel ou tel autre pays. Les enjeux sont trop importants pour nous arrêter. Négocions, essayons de trouver une réponse commune, mais en sachant que nous devons aller droit vers nos objectifs. Merci beaucoup. Je vais prendre une question qu'on te pose en tant que président de l'UEF. Comment est-ce que tu vois le travail en commun entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, vu que ce dernier regroupe 47 États, donc bien plus que les 27 de l'UE, avec cette perspective aussi historique, mouvement fédéraliste, l'institution du Conseil de l'Europe. Comment est-ce que tu vois la chose en termes de relations institutionnelles? Moi, j'ai une grande sympathie pour le Conseil de l'Europe, et pas seulement parce que je suis président de l'Union des fédéralistes européennes, mais parce que j'étais vice-président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, j'étais membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, j'ai très bien travaillé avec pas mal aussi des délégués du Parlement suisse. Et donc, je crois que les conseils de l'Europe jouent un rôle fondamental sur ce qui est l'identité même de nous, les Européens, de la civilisation européenne, à savoir l'état de droit et les droits fondamentaux. Je crois qu'il est très important les rôles qu'ils jouent. Je crois qu'il est important de donner un espoir aux citoyens turcs, aux citoyens russes. Il faut nous souvenir que la Russie et la Turquie font partie du Conseil de l'Europe, mais qui ne brillent pas par la cohérence avec leur engagement, avec les valeurs fondamentales. Eh bien, s'il n'y avait pas de Conseil de l'Europe, s'il n'y avait pas la Cour européenne des droits de l'homme, les citoyens turcs et russes seraient totalement dépourvus de toute défense face à des régimes autoritaires
qui sont en train de comprimer énormément l'espace démocratique et les libertés fondamentales. La coopération entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne existe. Moi, je voudrais qu'elle soit renforcée. Moi, je suis convaincu que la Cour et l'Union européenne en tant que telle devraient adhérer au Conseil de l'Europe. Il y a toujours un problème avec la Cour de justice de l'Union européenne qui veut garder justement son autonomie, son monopole sur l'interprétation du droit européen. Mais sans doute, il faut trouver une solution pour que les deux cours qui déjà coexistent dans l'espace juridique et des libertés fondamentales européens puissent travailler de façon plus systématique ensemble à travers une adhésion de l'Union européenne en tant que telle au Conseil de l'Europe. Et donc, je crois que nous devons travailler dans cette direction et il faut tenir de plus en plus compte, nous le faisons, du travail de la Commission de Venise, du commissaire aux droits de l'homme, du secrétaire général du Conseil de l'Europe, des résolutions de l'Assemblée parlementaire pour le travail dans le monitorage de la protection de l'état de droit que nous faisons à l'intérieur de l'Union européenne. Donc, il faut aller absolument dans la même direction et je crois qu'un jour, à part la question turque et la question russe, mais il y aura une coïncidence presque totale, avec, une fois que les Balkans seront rentrés dans l'Union européenne. Je crois que l'élargissement de l'Union européenne devra s'arrêter, mais vous voyez, avec les Balkans dedans, il y aura une coïncidence très large entre les membership, disons, l'appartenance à l'Union européenne et l'appartenance de l'Europe. Ceci devra nous permettre de créer davantage de synergies de coopération. Une question en italien, je vais te la poser en français, mais je pense que le collègue, il est membre du Nome Stessa, appréciera si tu peux lui répondre en italien, si ça va pour toi. Ça concerne le projet fédéraliste européen et en quoi et comment la Suisse, avec son expérience du fédéralisme, de la démocratie, pourrait y contribuer avec peut-être aussi cette vision à plus long terme de le rejoindre activement ou plus activement qu'aujourd'hui. En italien? Volontiers, ça lui fera plaisir. Grazie della domanda. Io personalmente, ovviamente rispetto, come tutti noi rispettiamo, le decisioni democratiche e popolari del popolo svizzero e quindi accettiamo il fatto che gli svizzeri decidano di non aderire all'Unione Europea. A me piacerebbe che la Svizzera aderisse all'Unione Europea. E quindi spero che con la sana democrazia tipica della Confederazione Elvetica un giorno voi decidiate di aderire all'Unione Europea. Certamente la Confederazione Svizzera, il federalismo svizzero è un bell'esempio di come si può stare insieme con successo nella diversità linguistica, diversità storica e anche diversità politica amministrativa. E credo che questo sia sempre un bell'esempio da ricordare a chi continua a dire che non ci può essere una democrazia continentale europea perché non si parliamo la stessa lingua, perché ci vuole un popolo unico. Mi sembra che l'esperienza svizzera dimostri che nella pluralità linguistica, nella pluralità storica, nella pluralità delle varie, dei popoli, dei vari cantoni che compongono l'Unione Europea, si può comunque avere una democrazia funzionante con tanta partecipazione diretta dei cittadini. E quindi credo che questo sia un aspetto molto importante anche di come la Svizzera sa usare la sussidiarietà, che dopo tutto è la scelta del livello migliore in cui risolvere i problemi dei cittadini e produrre beni comuni e soddisfare gli interessi generali. Credo che tutto questo sia molto importante, a dimostrazione che funziona in quello che è uno Stato confederale, la Svizzera può funzionare anche in quello che potrebbe diventare, deve diventare una unione fédérale, cioè l'Unione Europea di domani. Merci. Justement,
projet d'une Europe plus fédérale dans le contexte qu'on traverse actuellement, dans quelle mesure est-ce que ça serait, enfin là peut-être pour l'illustrer concrètement en un ou deux exemples, pourquoi est-ce que ça serait une formule qui nous permettrait selon toi d'avoir une Europe plus efficace qui remplit les attentes qu'on a aujourd'hui? Oui. Le fédéralisme n'a jamais été autant d'actualité dans le monde et en Europe comme maintenant. Pourquoi? Parce que finalement, qu'est-ce que ça veut dire être fédéraliste européen? Est-ce que ça signifie vouloir un super État centralisé européen? Pas du tout. C'est exactement le contraire. Ça signifie vouloir retrouver une capacité de contrôle, une capacité de gouvernement, une capacité de gouvernance et le faire de façon démocratique. Sur quoi nous devons retrouver les contrôles? Sur quoi nous devons améliorer la façon dont nous vivons ensemble? La façon dont nous gouvernons les grands enjeux communs? Sur des questions auxquelles je faisais déjà référence, qui sont par nature, par choix et transnationales. Face aux menaces terroristes globales, à l'immigration, au changement climatique, à la révolution numérique, aux défis de l'intelligence artificielle, aux grands enjeux géopolitiques face à des États-empires comme la Chine, comme les États-Unis, comme l'Inde en perspective, je pense au besoin de trouver une nouvelle relation, un nouveau partenariat avec notre grand voisin qui est l'Afrique. Pour nous, en tant qu'Européens, nous avons besoin de reprendre les contrôles et d'améliorer notre capacité de nous gouverner au niveau européen. Pourquoi? Parce que face à ces questions, face à ces enjeux, je répète, les puissances nationales sont impuissantes. Nos impuissants n'ont aucune capacité de contrôle, donc n'ont aucune capacité d'induire des changements pour assurer l'intérêt général, pour produire des biens communs, pour faire les intérêts de gouverner. Les intérêts de gouverner, sur ces questions, on peut les faire à travers une Union fédérale européenne. Mais elle doit être démocratique. Le fédéralisme, c'est souveraineté et démocratie. Et donc, il faut, seulement une union fédérale peut assurer ces contrôles, cette légitimité démocratique à travers les parlements européens, à travers l'émergence des véritables mouvements politiques européens transnationaux, d'où la nécessité aussi de pouvoir élire une partie des députés au Parlement européen dans des listes qui ne représentent pas un territoire ou une nation, mais qui représentent des visions alternatives de l'Union européenne, des listes sur une base continentale, ce sont les listes transnationales pour lesquelles nous nous battons et pour lesquelles je me bats depuis toujours. Et j'avais proposé aussi après le Brexit en tant que membre du gouvernement italien en 2016. Tout ceci est le fédéralisme. Souveraineté commune là où c'est nécessaire et de façon démocratique. Là où ce n'est pas nécessaire, les villes doivent jouer leur rôle, les régions doivent jouer leur rôle, les États-nations doivent jouer leur rôle. Mais sur ces questions, le fédéralisme est de grande actualité et ça peut parler beaucoup plus par rapport au passé, aux jeunes générations, aux nouvelles générations. C'est pour cela que nous, les fédéralistes, nous devons parler des solutions des problèmes. Parce que je crois que si nous expliquons à la jeunesse européenne que leur demande, leur grève, leur Friday for Future, leur demande une véritable action efficace contre la lutte du changement climatique, demande une Europe fédérale et demande qu'une Europe fédérale travaille pour une véritable gouvernance mondiale plus juste, et pourront trouver de nouvelles raisons pour adhérer à la cause fédéraliste. Et c'est la façon dont nous devons mener notre combat en 2020, selon moi. Peut-être un point qui m'intéresserait, il y a ce projet de conférence sur l'avenir de l'Europe qui était censé être lancé le 9 mai, sauf erreur, qui maintenant est repoussé. C'était une idée initiale de Emmanuel Macron, repris par Ursula von der Leyen. Là aussi, c'était pas encore les contours exacts de cette conférence ne sont peut-être pas encore très clairs, mais n'empêche que ça pourrait être une occasion justement, et même Angela Merkel le mentionnait, de réviser des traités, d'apporter des changements au fonctionnement des institutions européennes. Quel regard tu portes sur ce projet-là de conférence? Est-ce que tu as de l'espoir que ça puisse porter des fruits?
Le projet fondamental, et moi je le soutiens dès le départ, depuis cette lettre d'Emmanuel Macron, une lettre qui s'appelle Renaissance, et qui est de mars 2019 adressée à tous les citoyens d'Europe et qui a inspiré aussi notre liste et notre délégation qui s'appelle Renaissance. Donc évidemment, je ne suis pas un observateur neutre là-dessus, je suis un acteur engagé. Cette conférence doit repenser l'Europe et la repenser autrement et la faire autrement. Elle doit la repenser avec une écoute et une mobilisation des citoyens, de leurs demandes, de leurs attentes. Évidemment, on avait prévu ça avant le Covid-19. Maintenant, a un profil complètement différent, cette conférence, mais il faut davantage l'utiliser pour donner des réponses aux exceptions, aux cris d'alarme, aux demandes que les citoyens ont fait, ont adressé à l'Union européenne ou les critiques qui ont adressé à l'Union européenne pendant cette crise. Et il faut qu'elle commence le plus tôt possible. Dès qu'il y a les conditions sanitaires qui nous le permettent, elle doit commencer le plus tôt possible. Elle doit ne pas avoir de tabous. Elle doit aborder tous les thèmes, la santé, la défense, la politique étrangère, un véritable budget pour la zone euro, une véritable politique d'investissement européenne, comment de nouveaux instruments pour protéger l'état de droit, généraliser la règle à la majorité et dépasser les vétos, quel rôle nous voulons jouer dans le monde. Tout ceci doit être absolument dans la table. Et c'est bien, quand tu disais que finalement, même Angela Merkel a prononcé les mots révision des traités. Je crois que nous pouvons faire beaucoup de choses en utilisant différemment l'Union européenne que nous avons, mais nous ne pouvons pas faire tout ce qui est nécessaire sans réformer l'Union européenne. Et donc, c'est nécessaire une révision des traités. Et moi, je voudrais que tout cela aille très vite et que déjà en 2022, on puisse proposer aux parlements nationaux, aux parlements européens, aux citoyens, un projet de réforme de l'Union européenne qui devrait approuver pendant cette législature pour qu'en 2024, aux élections européennes, on puisse présenter la nouvelle Europe et tout de suite la mettre en œuvre dans la nouvelle législature. C'est ça, d'après moi, la bonne perspective, c'est la perspective pour laquelle nous devons battre. Je ne dis pas que ceci, c'est ce qui va se passer. Je dis ceci, c'est que je crois devrait se passer et c'est quoi pour lequel je m'engage en tant que fédéraliste européen, en tant que député européen et en tant que citoyen engagé. Une question peut-être concernant maintenant un peu le climat européen en Italie. On a un membre du NOMES qui nous pose la question. En 2017, on a fêté les 60 ans du traité de Rome. Il y a eu cette marche pour l'Europe à Rome. Quel impact est-ce que cette marche a eu? Est-ce qu'il y a eu un impact positif pour je cite, la gauche italienne, ou a-t-elle été assombrie par les protestations de la droite nationaliste? La question peut-être plus générale, quelle perspective pour le projet européen en Italie? Ton regard là-dessus? Je m'en souviens très bien de la marche de l'Europe 2017, pas seulement parce que le 25 mars, c'est mon anniversaire, mais parce qu'à l'époque, on fêtait aussi au Capitole les 60 ans du traité de Rome avec les chefs d'État et de gouvernement. Et moi, en tant que membre responsable pour l'Europe du gouvernement italien, j'étais celui qui organisait ça. Et c'était important d'avoir d'un côté les leaders européens qui avaient adopté une déclaration qui est très avancée, qu'on devrait reprendre la déclaration de Rome du 25 mars 2017. Il n'y a pas beaucoup d'éléments qu'on retrouve aujourd'hui. Un besoin d'une Europe sociale, une Europe de la jeunesse, une Europe verte et une Europe de la défense. Ce sont tous des questions sur lesquelles les leaders européens s'étaient engagés en 2017. Et je crois de savoir qu'il y avait des milliers de personnes dans les rues de Rome autour du Capitole, venant des quatre coins d'Europe, et des citoyens engagés qui demandaient plus d'Europe avec leur présence physique, avec leur corps, et pas seulement avec leur drapeau. Et c'est très important. Et ces sentiments d'envie d'Europe, cette envie d'Europe qu'on doit retourner à avoir, on doit cultiver, on doit nourrir
dans cette période de crise. L'Italie est un pays qui est très déçu de l'Union européenne. Il a été déçu parce que l'Union européenne a commis beaucoup d'erreurs pendant la crise financière, parce qu'elle a laissé l'Italie seule au début de la crise migratoire et a donné l'impression, à cause des erreurs de communication, encore une fois de tourner les dos à l'Italie pendant les crises de Covid-19. J'ai déjà dit que les derniers points, c'est faux, que l'Europe a donné beaucoup de réponses, mais il faut travailler aussi sur une narrative, sur une façon de présenter l'Europe, d'informer les Italiens. Il faut faire savoir ce que l'Europe est en train de faire, ce que l'Europe va faire pour les biens communs et pour la relance européenne, dont l'Italie sera la principale bénéficiaire. Et il faut lutter contre une propagande anti-européenne et un esprit anti-européen qui, malheureusement, en Italie, est nourri par beaucoup de médias. Même les médias principaux ont des responsabilités là-dessus. Et elle a été nourrie pendant la crise, même par des membres du gouvernement. Di Maio, le ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui était l'ami des Gilets jaunes en France et qui peut peut-être enlever les Gilets jaunes pour se mettre sa veste de ministre, mais il garde les Gilets jaunes dans la tête, a fait pendant cette crise une propagande pro-Chine et pro-Russie incroyable. Il a exalté avec des caméras, avec tous les journaux télévisés italiens qui attendaient l'avion chinois qui atterrissait avec des aides qui n'étaient pas chinois. C'était des produits des entreprises italiennes produits en Chine et achetés par l'Italie aux entreprises italiennes en Chine et transportés de la Chine à l'Italie. C'est bien que les Chinois aient commencé à nous rendre un peu de l'aide que nous avons donnée à la Chine. C'est bien si les Russes veulent nous aider. C'est très mal si les ministres des Affaires étrangères, les présidents du Conseil italien, Giuseppe Conte, passent en silence l'action de l'Union européenne, les aides que nous avons eues de l'Allemagne, de la France, qui sont finalement à la fin ont été beaucoup plus importantes des aides chinoises, des aides russes. Donc, vous voyez, pour les pro-européens en Italie, la bataille est rude parce qu'il n'y a pas seulement les oppositions nationalistes et néofascistes qui travaillent contre l'Union européenne, il y a aussi une partie du gouvernement italien qui ne joue pas les jeux, qui est dans l'intérêt véritable de l'Italie d'avoir son rôle au cœur de la construction européenne. Et donc, il faut travailler, mais je suis sûr que nous allons gagner cette bataille. Tu as peut-être mentionné, mais tu y as déjà un peu répondu. Tu as mentionné maintenant la Russie, la Chine. Effectivement, durant la crise, on a vraiment vu les efforts de propagande de ces deux côtés-là, avec ces livraisons télévisées de matériel médicaux. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ou qu'est-ce qu'il faut en apprendre de ça pour la communication, pour le projet européen? Est-ce que c'est les institutions qui doivent se doter d'équipes de com bien plus efficaces? Est-ce qu'on doit oser plus se mettre en valeur? Tout d'abord, il faut repenser certains aspects qui ne sont plus adéquats des politiques industrielles européennes. Parce que cette dépendance qu'on a, découvert, tout le monde a découvert qu'on a la plupart des entreprises européennes dans le domaine pharmaceutique ont une partie de leur chaîne de valeur ou même se sont délocalisées en Chine. On a découvert qu'on dépend pour les paracétamol de l'Inde, si je ne m'abuse. Donc, la première chose, c'est de reconstruire une autonomie stratégique européenne dans des domaines industriels stratégiques qui ne sont pas seulement celui de la défense, mais celui des infrastructures, mais aussi celui de la pharmaceutique, parce qu'on ne peut pas dépendre du point de vue sanitaire des autres puissances. Donc ça, c'est déjà la première réponse des politiques. Et après, il est clair qu'il faut faire un travail, comme je disais avant, avoir une nouvelle narration de l'Europe. Il faut avoir le courage et avoir la capacité d'expliquer de façon très simple ce que l'Union européenne fait déjà aujourd'hui, pourquoi nous avons besoin d'encore plus d'Union européenne dans des domaines stratégiques. Il faut expliquer énormément, contrer la fausse propagande. Et évidemment, ceci signifie
travailler, essayer de faire rentrer, et ça c'est une responsabilité des médias nationaux surtout, faire rentrer l'Europe dans les lieux où la grande partie de l'opinion publique s'informe aujourd'hui, dans les journaux télévisés, dans les grands journaux, faire rentrer l'Europe, pas seulement comme synonyme de crise, mais beaucoup plus comme synonyme de solutions aux questions qui sont au cœur des préoccupations des citoyens. Il faut aussi faire un travail plus efficace, plus stratégique sur les réseaux sociaux. Il faut, d'après moi, introduire de nouvelles règles parce qu'il faut que les plateformes numériques assument beaucoup plus de responsabilités pour éliminer les fake news, éliminer les contenus illégaux, nous aider à faire une bonne information, avoir des sources d'autorité, hein, des authoritative sources, donc des sources qui soient fiables, diffuser beaucoup plus l'information des grands centres de recherche d'université, contrer un peu cette production des fake news qui est un vrai problème aussi pour la démocratie. Et tout ça, ça demande aussi une action plus importante, pas seulement de l'Europe, mais aussi de l'Union européenne. Et c'est une autre des réponses à la crise sur lesquelles nous devons travailler. Voilà. Merci. Pour juste terminer, j'aimerais te poser une dernière question qui concerne un petit peu plus la Suisse. Tu as suivi le dossier du Brexit de très près. Quel regard tu portes sur l'avenir des relations de l'Union européenne avec des États tiers, maintenant comme la Grande-Bretagne, comme la Suisse? Est-ce qu'il y a un changement de paradigme qui a eu lieu ces derniers mois, ces dernières années? Vers quoi est-ce qu'on se dirige? D'après moi, Ursula von der Leyen a parlé d'une commission géopolitique. Et la géopolitique est notre rôle dans le monde, la construction, disons, d'un bloc civilisationnel européen qui puisse exister sur la scène globale, c'est sans doute un des grands thèmes de ce siècle et un des grands thèmes de cette décennie, 2020-2030. Et ceci implique plusieurs choses. Tout d'abord, une Union européenne qui fasse un saut qualitatif dans son intégration et dans son action politique à 27 ou avec les pays qui le veulent. Et secondo, l'invention des partenariats stratégiques de type nouveau avec des États européens qui ont choisi de ne pas être dans l'Union européenne. Et de ce point de vue, la sortie du Royaume-Uni nous donne une occasion de transformer un peu, de repenser les partenariats stratégiques avec des États européens ou des États proches de l'Europe qui ne pourront jamais adhérer à l'Union européenne ou qui ne veulent pas adhérer à l'Union européenne. Donc, il faut penser à un partenariat avec le Royaume-Uni, il faut penser à un partenariat avec l'Ukraine, il faut quand même, du point de vue géopolitique, se poser la question dans l'avenir de quelles relations stratégiques, au-delà du fait qu'aujourd'hui, Poutine est un adversaire redoutable, mais la Russie est notre voisin. Il faut penser du point de vue stratégique quelles doivent être les relations avec la Russie. Moi, je ne crois plus à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, mais avec la Turquie, qui est un voisin et qui est membre du Conseil de l'Europe, a inventé une nouvelle stratégie. Dans ces contextes-là, sans doute, la série d'accords bilatéraux et la négociation qu'on a en cours avec les Suisses sur un cadre institutionnel commun qui doit régir les différents accords secteur par secteur, d'après moi, peut acquérir une dimension géopolitique différente. Et je crois que nous avons intérêt à rapidement conclure notre accord. Il y a encore des oppositions pour de mauvaises raisons. Nous ne voulons pas, dans l'Union européenne, le dumping social. Nous ne voulons pas la concurrence fiscale sociale au rabais. On a justement corrigé la directive sur les travailleurs détachés parce que c'était un instrument qui créait une concurrence sociale au rabais. Donc, je ne comprends pas une partie des Suisses qui s'opposent pour ces raisons sociales, bonnes raisons sociales, à la conclusion de l'accord parce que leurs préoccupations ne sont pas seulement nos préoccupations, mais sont nos décisions. Donc, j'inviterai la Suisse à accélérer la conclusion de l'accord avec l'Union européenne et parce qu'il faut se placer dans ces contextes plus tournés vers l'avenir
plus tourné vers l'avenir comme bloc géopolitique, géoéconomique, tout en respectant la neutralité de la Suisse, mais en sachant que, du point de vue économique, du point de vue financier, du point de vue des valeurs, du point de vue de l'état de droit, du point de vue d'une certaine idée de développement durable et soutenable, sans doute Suisse et Union européenne, avec un nouveau partenariat, peuvent faire valoir leurs intérêts et leurs valeurs sur la scène globale, au sein de l'ONU, dans les instances multilatérales. Donc, je crois que nous avons beaucoup de travail, un beau projet ensemble à développer. Merci, parce que ça fait plaisir d'entendre ça. Hier, notre ministre des Finances déclarait à Darius Rochebin sur la RTS que, je le cite, on est plus fort si on est seul. Ça fait plaisir de t'entendre dire autre chose. Exactement le contraire. On est Voilà. plus fort si on est unis, on est plus fort. Et si on est plus fort, on est plus libre, notamment dans ce monde, dans ce désordre global dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, j'ai tendance plus à croire à Alcide de Gasperi qui disait ça, Oui. et qu'avec tout le respect, à cette déclaration du ministre suisse. On va s'arrêter là. Un grand merci pour cette discussion. Et puis, merci à toi, Raphaël. Merci à tous les amis suisses. Et j'espère que bientôt, on se reverra comme on avait fait à Berne il y a quelques années. J'étais venu à fêter les 20 ans, je crois. Les 20 ans du Nomes. J'espère de pouvoir venir avant de fêter avec vous les 30 ans. Absolument, on se réjouirait.